Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Cette semaine, comme chaque début d'année, nous vous proposons de faire le point sur les marchés au niveau mondial, mais également les évolutions, les grandes tendances qui attendent les économies du monde, aussi bien les pays émergents que les pays développés. Mon invité aujourd'hui est Omar Fssal. Vous avez l'habitude de le voir sur Bourse News. Il est responsable de l'investissement international chez CDG Capital. Il est professeur de finance à l'ISCAE, auteur de plusieurs ouvrages qu'on voit actuellement sur l'écran, dont on a parlé plusieurs fois sur Bourse News. A tout à l'heure pour cette émission. من نهار جربت بنك جديد حياتنا تغيرت. من نهار جربت بنك جديد حياتي تغيرات. من نهار جربت بنك جديد حياتي تغيرات. واحد النهار غادي تكتشفوا انه حتى نتوما بامكانكم تحولوا حياتكم لأحسن بفضل خدمات سهله ومبتكره. CIH Bank. بنك الغد معكم اليوم. Omar Fssal, bonjour, merci infiniment de répondre à nos questions, merci infiniment de revenir encore une fois à Bourse News pour expliquer à nos internautes ce qui va se passer sur les marchés. On en parlera tout à l'heure, vous avez vu assez bien l'année dernière sur certains aspects sur les marchés. J'espère que vous aurez le même taux de réussite. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable de l'investissement international chez CDG Capital. Vous êtes professeur de finance à l'ISCAE et auteur de plusieurs ouvrages dont on parle souvent dans notre Web TV. Alors Omar Fssal, on commence par le grand fait marquant de l'année 2017, l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, quelque chose qui va bouleverser le comportement, je pense, de plusieurs économies à travers le monde, n'est-ce pas ? Exactement, c'est-à-dire que c'est une période qui est historique. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rappelle une configuration des planètes qu'on a vue auparavant. Je vais vous la faire très courte. Le Royaume-Uni s'industrialise dans la première partie du 19e siècle, les États-Unis dans la seconde partie du siècle. Après ça, il y a une période d'ouverture de commerce international qui est très importante, qui est teintée d'idéologie de libre-échange. Et cette période-là qu'on appelait la première mondialisation, elle s'arrête en 1914 avec la Première Guerre mondiale. Donc ensuite, on enchaîne la Première Guerre mondiale, la dépression des années 30, la Seconde Guerre mondiale. Et le commerce international ne va réellement s'ouvrir qu'à partir des années 80, avec deux changements d'exécutifs majeurs, l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison-Blanche et l'arrivée de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Donc, si aujourd'hui on parle d'incertitude et on parle d'un certain alignement des planètes qui nous rappelle un précédent historique, c'est parce qu'on a simultanément un changement d'exécutif avec l'arrivée de Donald Trump en tant que 45e président des États-Unis d'Amérique et l'arrivée de Theresa May qui a un mandat reçu de la part du peuple britannique qui est celui de revoir les relations avec l'Union européenne. Très bien. Alors, on parle beaucoup de ce que peut faire Donald Trump durant son mandat. Est-ce que pour vous, c'est des mesures réelles ce qu'il annonce ou est-ce que c'est superficiel ? Je pense que c'est très réel et les gens ont été surpris de voir avec quelle vitesse il est en train de mener tout ça à exécution. Vous savez toujours ce qu'on dit, c'est que les 100 premiers jours dans la vie d'un exécutif sont les plus importants parce que c'est là où on va très rapidement sur les réformes. Moi, il y a quelque chose qui me fait penser que c'est un changement qui est assez profond, que ce n'est pas un changement juste superficiel, c'est le timing de ce changement. C'est-à-dire que ce changement-là, il n'arrive pas quand ça va mal, au contraire, il arrive quand tout va bien. C'est-à-dire que lorsqu'on était en 2008, lorsqu'on était en pleine crise mondiale, qu'il fallait trouver des boucs émissaires, j'ai écrit mon premier livre, Tout savoir sur la finance, sur les boucs émissaires de la crise des subprimes. Et à ce moment-là, on n'a pas fait le choix de se fermer. Au contraire, on est passé du G7 au G8 et au G20. On a coordonné les actions des banques centrales, on a coordonné les actions des différents États pour que le monde reste très ouvert et qu'on n'abandonne pas le libre-échange, qu'on ne refasse pas les erreurs de protectionnisme qu'on a fait dans les années 30. Et donc le fait que aujourd'hui, ces décisions-là viennent au moment où tout va beaucoup mieux, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est 2% de croissance sur l'année qui vient, c'est un taux de chômage qui a beaucoup baissé, en dessous de 5%, 4,7% très exactement. On peut discuter de la façon dont ces statistiques sont faites,
Des fois, quand les chômeurs sont découragés, ils ne s'inscrivent plus sur les listes, ils sont radiés. Mais n'empêche, ça a baissé en dessous de 5%. Même chose du côté du Royaume-Uni, une croissance qui est de 2% sur les années dernières, c'est-à-dire 2 fois ce qu'on avait sur le continent de la zone euro. Un chômage à 4,7% là aussi qui est 2 fois moins important que les 10%, 9,8 pour être précis, qu'on a sur le continent européen. Donc le fait que ces changements-là, ils ne viennent pas dans l'urgence, qu'ils ne viennent pas au cœur d'une crise, mais qu'au contraire qu'ils viennent à un moment où tout va bien, me font penser que c'est un changement qui est beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus pensé que ça en a l'air. Très bien. Alors pour donner une véritable grille de lecture aux internautes, pour expliquer bien ce que va faire Donald Trump, vous m'avez parlé de 3 types de grandes réformes qu'il va mettre en place, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on appelle un peu les Trumponomics, c'est un mot qui est devenu à la mode. On a eu droit aux Abenomics au Japon, Draginomics en Europe, maintenant c'est les Trumponomics. Il y a 3 piliers. Le premier, c'est la baisse de la fiscalité, c'est-à-dire qu'on baisse la taxation. C'est pour ça que vous avez un Dow Jones qui a dépassé les 20 000 points, ce qui est un précédent historique depuis plus d'un siècle que l'indice existe. C'est parce qu'on pense que cette baisse d'impôts va permettre d'augmenter les profits des entreprises. À mon sens, ce n'est pas la meilleure chose à faire parce que il ne faut pas oublier que le président Obama a réussi à faire 2 choses. Il a réussi à relancer la croissance, à faire baisser le chômage, mais il n'a pas réussi à faire baisser les inégalités qui ont augmenté durant ces 2 mandats. Et donc, faire baisser la fiscalité, revoir tout le filet de sécurité sociale très mince qui avait été mis en place auparavant, ça me semble aller à l'encontre du soutien de la classe moyenne qui est le cœur de la consommation et de la demande américaine. Le second axe dans les Trumponomics, c'est le programme d'investissement dans les infrastructures. Donc on parle d'un programme gigantesque de 1,5 trillion de dollars, c'est presque 10% du PIB. Donc revoir les infrastructures, oui, vous avez des infrastructures aux États-Unis qui sont là depuis plus d'un siècle, il y a des ponts qui sont tombés parce qu'ils sont là depuis plus d'un siècle. Donc le pays s'est industrialisé il y a très longtemps, donc il y a besoin d'un coup de frais. Mais la taille du programme fait que ce n'est plus juste un programme de maintien, mais c'est vraiment un vrai programme de relance fiscale quand on commence à parler de 1,5 trillion de dollars. Et ce qui est marrant encore une fois, c'est de voir les États-Unis faire un programme de relance, pas quand tout va mal, mais quand tout va bien. Donc ça va très certainement faire augmenter l'inflation beaucoup plus vite que prévu et forcer la Réserve fédérale à durcir un peu plus sa politique monétaire plus rapidement que prévu. Le troisième axe dans les Trumponomics, c'est cette histoire de protectionnisme. Le protectionnisme, ça veut dire que Trump a reçu un mandat qui est celui de relocaliser les usines sur le continent américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez passer d'un coût du travail qui n'est pas cher dans les pays en voie de développement à un coût du travail qui est plus cher aux États-Unis. Donc ça fait donc moins de marge pour les entreprises, c'est mauvais pour elles. Et ça fait très certainement des produits qui coûtent plus cher, donc c'est mauvais pour le consommateur américain. Si votre grille de lecture s'arrête à ça, c'est donc une mauvaise chose. Sauf qu'il faut mettre ça en face avec l'événement majeur qui est en train de se dérouler et qui va s'accélérer sur les 5 ans qui viennent. Et ça correspond comme par hasard au mandat qu'aura Trump puisqu'il est là pour 4 ans, c'est ce qu'on appelle la rovolution. C'est un terme qui contracte révolution et rovolution. Et robotique. Donc ça veut dire qu'on va industrialiser, on va robotiser beaucoup plus les usines. Donc l'électeur ou l'électrice américaine qui a voté pour Trump en pensant qu'il allait relocaliser les usines pour créer des emplois, certes il va relocaliser les usines, mais ils ne créeront pas beaucoup d'emplois parce qu'une grande partie du travail sera robotisée. Lorsque Trump est allé voir ses électeurs et qu'il leur a expliqué que les États-Unis ont détruit 1,5 million d'emplois depuis une quinzaine d'années, depuis qu'ils ont commencé à commercer très fortement avec la Chine, il leur a expliqué qu'ils ont perdu 1,5 million d'emplois sur le secteur industriel, mais en réalité, ils ont perdu plus que ça, ils ont perdu 6 millions. Donc le déficit commercial ne permet pas d'expliquer toutes ces pertes d'emplois. Le reste, il s'explique par l'automatisation. Il y a des études qui montrent que sur les dernières années, vous avez 85% des pertes d'emplois dans le tissu industriel américain qui sont dues à l'automatisation, la robotisation, et le reste, seulement 15%, à cette histoire de libre-échange. Donc, nous sommes très certainement, si cela est poursuivi, nous allons passer d'un monde où le consommateur américain consommait des produits fabriqués en Chine à un monde où il va consommer des produits américains fabriqués localement, mais certainement avec des robots chinois, parce que les Chinois sont des gens très visionnaires, il ne faut pas l'oublier, et qui se sont spécialisés dans l'industrie de la robotique. C'est aujourd'hui un des pays qui est capable de se comparer au Japon, à l'Allemagne, à la Corée du Sud, les 3
pays qui sont majeurs dans ce domaine-là. Et j'aimerais juste finir avec deux anecdotes très croustillantes. La première, c'est que en Union européenne, on est en train de voter un droit des robots. Donc c'est l'équivalent des droits de l'homme pour les robots. Les robots ont droit à la dignité numérique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de maltraiter un robot. Les robots ne doivent pas être utilisés pour commettre des actes malveillants. Et le second, c'est le ministre du Travail de Donald Trump, qui est connu pour avoir créé une chaîne de fast-food et qui a dit publiquement dans une interview qu'il préférait faire employer des robots plutôt que des êtres humains parce que les robots ne se plaignent pas, qu'ils n'arrivent jamais en retard, qu'ils ne tombent jamais malades. Donc cette promesse de réindustrialisation des États-Unis, elle n'est possible aujourd'hui que si vous prenez ce phénomène de robotisation en place. Et donc l'inconvénient, c'est que ça ne créera pas énormément d'emplois. Bien, on va faire ça, ceci pour la macroéconomie. Mais on a l'habitude, lorsque vous nous rendez visite pour parler de ce qui va se passer pour l'année, de nous parler également des marchés. Je rappelle juste que l'année dernière, je visualisais la vidéo récemment, l'année dernière, vous nous disiez que ça sera l'année des actions, particulièrement aux États-Unis, et ça sera même celle des small caps. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'était effectivement le cas pour 2016 ? C'était effectivement le cas. On a eu une performance de 10% sur les marchés actions américains. Les marchés actions européens n'étaient pas très intéressants. On a une performance nulle dans la moyenne. Mais surtout sur les marchés actions américains, il fallait se placer, comme on avait dit l'année dernière, sur les petites et moyennes capitalisations qui ont une performance 2 fois plus importante que les grandes capitalisations. Donc on parle de 20% sur l'année. Le second élément qui a bien fonctionné l'année dernière, ce sont les pays émergents. Les pays émergents avaient souffert d'une sortie des flux de capitaux très importante en 2014 et en 2015, donc ce qui a induit des performances négatives sur les prix des actifs financiers. En 2016, par contre, la donne avait un peu changé parce qu'on avait des niveaux de valorisation qui étaient très attractifs. On parle de PE de 11, de 10 sur certains marchés et des flux acheteurs qui sont en train. Donc il fallait se placer dessus. C'est un pari qui était gagnant parce qu'on a eu 10% sur les marchés actions émergents et 10% également sur les marchés des obligations émergentes. Le troisième dont on avait parlé également, c'était cette histoire de pétrole, tout à fait. avec le marché qui s'est rééquilibré. Donc on est passé d'un prix du baril qui est à $28 à un prix du baril qui est à $55. Il y a eu l'accord de l'OPEP en décembre 2016. Les marchés ont anticipé l'accord de l'OPEP, même si les coupes de la production ne démarrent qu'à partir de janvier 2017. Mais sur ce premier trimestre-là, on va rebasculer dans un marché qui va être équilibré avec une demande légèrement supérieure par rapport à l'offre. Très bien. Et pour cette année, au-delà du pétrole, comment voyez-vous les marchés ? Je pense que la thématique majeure qu'il faut prendre en compte cette année, c'est cette histoire de reflation. Il y a quelques années, tout le monde avait très peur de la déflation. Aujourd'hui, ça ne fait plus peur à personne puisqu'on a commencé à avoir des inflations qui sont importantes. Aux États-Unis, on est passé de 1,5 à 2%. On est exactement à 2,1%, c'est-à-dire un peu au-dessus de la cible de la Banque centrale. En Europe, au Royaume-Uni, on est passé de 0,3% à 1,5%. Sur le continent européen, on est passé de 0% à 1%, avec un pic en Allemagne qui est à 1,7%, ce qui peut créer par ailleurs de divergences au sein de la Banque centrale européenne, encore une fois. Mais donc il y a cette thématique de la reflation. Quand vous passez dans un univers où il y a de la reflation, il faut se mettre sur des actifs financiers qui vous protègent contre l'inflation. Ces deux types d'actifs, ça veut dire qu'il faut éviter les obligations parce qu'il y a des hausses des taux qui peuvent être très importantes. Et c'est se placer encore une fois sur les actions et les commodities. Les commodities, je pense notamment à l'or qui protège contre l'inflation. Sur le mois de janvier, le prix est déjà passé de $1 100 à $1 200. Et concernant le marché actions, la problématique, c'est la suivante. C'est que la théorie vous dit vous devez aller sur les actions, mais dans la réalité, les actions sont partout survalorisées. Pourquoi ? Parce que derrière, avant, on a eu des assouplissements très importants des banques centrales et que comme les rendements obligataires étaient faibles, il y avait déjà beaucoup de cash qui a été placé sur les actions. Donc vous prenez un marché comme le marché américain, vous êtes déjà sur des PE de 21, ce qui est très important par rapport aux normes historiques. Le marché européen, on est sur des PE de 18, ce qui est important là aussi par rapport aux normes historiques. Donc il faut aller sur l'action, oui, mais dans ce contexte-là, il faut faire très attention à la valorisation. Ça veut dire qu'il faut adopter un style de value investing plutôt que de growth investing. Et sur les derniers mois de 2016, on a vu que les flux étaient très entrants sur les fonds de value investing et très sortants sur les flux de growth investing. Donc, donc se mettre sur les actions américaines mais sur du value investing. La dernière recommandation, c'est de cristalliser les gains de l'année dernière sur les marchés émergents. Pourquoi ? Parce que sur ce premier semestre-là, les marchés et je dirais les médias anticipent déjà la hausse des taux, mais il y a un autre élément dont on ne parle pas beaucoup et qui va commencer à faire la une des journaux sur les mois qui viennent, c'est cette histoire de réduction de la taille du bilan de la Banque centrale américaine.
pendant la crise, elle avait fait du quantitative easing et avait élargi son bilan en achetant des titres. Maintenant, elle va devoir revendre les titres pour faire la destruction monétaire. Si ce programme-là est très important, il peut déstabiliser les marchés émergents sur le premier semestre. Donc, temporiser sur le marché émergent en cristallisant les gains de l'année dernière et attendre. C'est-à-dire en réalisant, quand vous dites cristalliser, c'est-à-dire Exactement. réaliser ses gains. Exactement, en réalisant ces gains et attendre de voir que va être le programme de relance fiscale de Trump, qui va peser sur l'inflation, qui va peser sur la décision de la Banque centrale américaine avant de décider de se replacer ou pas au cours du deuxième semestre sur les marchés émergents. Très bien. Donc les actions avec une approche value, les matières premières comme l'or et réalisées sur les marchés émergents. Exactement. Merci beaucoup Omar Fssal. Je rappelle que vous êtes responsable de l'investissement à l'international chez CDG Capital. Vous êtes également professeur à l'ISCAE, auteur de plusieurs ouvrages dont on parle souvent. On revoit encore une fois les couvertures de vos ouvrages à l'écran. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Merci. Voilà mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés consacré aux perspectives sur les marchés en 2017. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.